Mesdames et messieurs, merci de nous regarder de partout ailleurs. Bienvenue dans ce magazine Savoir Plus sur votre télévision. Vous le savez très bien, nous évoquons des questions liées à l'économie, mine, mais également aussi à l'environnement. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de l'urbanisation de la ville et province de Kinshasa. Alors, l'on se questionne, l'urbanisation anarchique et catastrophe naturelle à Kinshasa, quelle politique d'orientation pour ainsi résoudre la question? Je reçois pour vous sur ce plateau Jean-Paul Kazadi. Il est bien sûr architecte de formation. C'est avec lui que nous allons pouvoir traiter la question. Jean-Paul Kazadi, bienvenue. Merci, monsieur. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes architecte? Je suis architecte et passionné de l'urbanisme. Vous êtes passionné de l'urbanisme. D'entrée de jeu, dites-nous, est-ce que la ville des provinces de Kinshasa elle est bien urbanisée? Pas du tout. La ville-province de Kinshasa n'est pas bien urbanisée. Pour cela, nous devons avancer certains chiffres qui démontrent cette thèse-là. Ouais. En fait, la ville de Kinshasa couvre une superficie de 9000 km². Mais de ces 9000 km², il y a juste 5% qui est urbanisé. Et de ces 5%, il y a plus de 70% qui est occupé par des cités dortoirs. Et pourtant, pour qu'une ville soit fonctionnelle, il faudrait établir un équilibre entre les 4 fonctions fondamentales de l'urbanisme. Ces fonctions-là sont, entre autres, habiter, circuler, travailler et se divertir. Mais nous constatons que l'urbanisation de Kinshasa est beaucoup plus accentuée sur la fonction habiter. Et c'est ce qui fait qu'il y a un déséquilibre total. Et il y a aussi cette émergence-là de l'anarchie qui fait à ce que toutes ces catastrophes, comme vous avez bien souligné au départ, aient lieu sur la ville de Kinshasa. Et pour comprendre bien cette thématique, il faudrait faire le voyage dans les temps pour comprendre comment la ville a évolué au fil du temps. Et si nous devons scinder l'histoire urbaine de la ville de Kinshasa, nous permettons de la scinder en 3 périodes. Nous avons la période coloniale, la période post-coloniale et l'urbanisation aujourd'hui. Il s'est de signaler que la période coloniale a été caractérisée par une planification rigoureuse. C'est-à-dire l'administration coloniale avait mis l'emphase sur les techniques urbaines pouvant encadrer l'organisation spatiale. Ce qui va faire que, bon voilà, à l'époque, la ville avait 2 visages, comme aujourd'hui. Il y avait la ville basse, constituée des plaines, et la ville haute, constituée des collines. Et l'organisation de l'époque avait instauré une urbanisation juste au niveau de la ville basse. Parce que la ville haute, constituée des collines, était considérée comme une zone impropre à la construction. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Après la colonisation, les colons sont partis. Et puis, les Congolais, nous sommes restés avec le contrôle de tout ce qu'on devait faire. Et du coup, les chefs coutumiers qui étaient propriétaires, bien avant les colons, bien avant l'arrivée des colons ici, qui étaient propriétaires des terres, ont repris contrôle de toute cette terre-là. Et d'une manière anarchique, ils ont commencé à les affecter. Même les zones qui ont été déclarées impropres voilà, à l'habitation ont été distribuées. Et du coup, il n'y avait pas un plan d'orientation bien établi qui pouvait encadrer toutes ces mesures-là de construction. Et voilà, les collines qui étaient considérées comme des zones impropres, informelles à la construction, ont été occupées et des occupations anarchiques y ont été érigées. Et ici, de noter ici que l'imperméabilité du sol de Kinshasa n'a pas du tout favorisé cette construction-là collinaire. Et du coup, il y a eu problème des ruissellements d'eau qui occasionnent des catastrophes naturelles telles que les inondations et autres catastrophes qu'on ne saurait pas citer ici. Donc, en bref, d'entrée de jeu, nous pouvons à ce jour dire que l'urbanisation de la ville de Kinshasa est chaotique, mais fort malheureusement, les colons nous avaient laissé quand même une directive bien tracée, bien que leur politique était discriminatoire. Parce que vous vous rappelez bien, à l'époque, les colons avaient établi 2 villes, la cité européenne, qui était à la Gombe, et la cité indigène ou la cité africaine. Bien que cette politique soit discriminatoire, mais quand même, elle nous a légué certains acquis que nous n'avons pas su garder voilà, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre toute cette dérive-là, occasionnée à l'époque par la distribution non contrôlée des parcelles, et aujourd'hui c'est la même catastrophe qui continue. Donc c'est pour autant dire que les colonisateurs avaient bel et bien compris
la gestion urbanistique de la ville et province de Kinshasa. Effectivement, les colonisateurs avaient bel et bien compris la gestion urbanistique de la ville-province de Kinshasa, dans la mesure où ils avaient su établir cet équilibre-là entre les 4 fonctions fondamentales urbaines, qui sont entre autres habiter, circuler, travailler, mais également c'est divertir. C'est-à-dire qu'ils avaient organisé des cités dédiées uniquement aux habitations, ils avaient des espaces bien aménagés pour les travaux, mais également des voies arborées qui permettant une circulation fluide, mais également des espaces de divertissement. Et ils avaient mis l'emphase sur l'apport des espaces verts, parce que ce sont eux qui constituent les poumons d'une ville. Dans une ville sans espace vert comme nous les constatons actuellement, c'est fait souffrir. Sans espace vert. Sans espace vert. Vous vous rappelez, le colonisateur, bien sûr, bien que cette politique, comme je l'ai dit toujours, discriminatoire, parce qu'il y avait une zone européenne et une zone africaine, entre les deux parties, ils avaient essayé d'instaurer une zone neutre. Et c'est dans cette zone-là qu'on retrouve, par exemple, le jardin botanique de Kinshasa et le jardin zoologique. Vous voyez un peu, donc ils avaient vraiment mis l'emphase sur l'apport des espaces verts dans le fonctionnement ou bien dans la vie urbaine. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Le constat est très amer du fait que si vous essayez de parcourir juste les communes qui sont autour de la Gombe, une parcelle sur 10 contient un arbre. Vous voyez un peu l'état dans lequel nous sommes en train. Ici, vous avez parlé des cités dortoirs que les autorités ont eu à mettre en place pour, en tout cas, gérer l'habitat ou soit les habitations actuelles. Mais la question que l'on peut se poser est celle de savoir qui est à la base de cette anarchie. Qui est à la base de cette anarchie? En première position, c'est l'État congolais. Parce que c'est la gouvernance qui, en temps normal, devait établir des plans d'aménagement. Mais ce qui se constate, c'est que, bon, voilà, on donne des terrains sans toutefois avoir des plans particuliers d'aménagement. Et ça, c'est le gouvernement qui devait bel et bien les établir. Donc, en premier lieu, le responsable, c'est l'État congolais qui n'a pas une politique claire d'urbanisation. Ah bon? On n'a pas su, en tout cas, capitaliser les notions nous léguées par les colons. Effectivement, on n'a pas pu capitaliser ces notions-là. Et d'ailleurs, ce qui est à la base de cette érosion d'une urbanisation bien structurée à l'époque coloniale, ce qui est à la base, c'est cette colonisation qui est venue avec un afflux de déplacements. Parce qu'après colonisation, avant la colonisation, pendant la colonisation, bien sûr, l'administration belge avait bien maîtrisé ces phénomènes-là d'émigration. Ce qui faisait que l'effectif démographique était bien maîtrisé et toute la planification était liée à ces statistiques-là. C'est pourquoi nous avions des prisons qui étaient construites avec une capacité d'accueil d'autant de personnes. Effectivement. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Voilà. Et après, juste après l'indépendance, il s'est fait que les populations qui restaient à l'intérieur ont commencé à affluer Kinshasa. Et du coup, cette démographie qui s'est accentuée a dépassé les limites de l'urbanisation ancienne. Et du coup, comme je le disais, face à cette impasse, il y a eu cette distribution-là des terres pour forcément héberger toutes ces personnes qui venaient vers Kinshasa, fuyant des conflits dans des villages et consorts. Et du coup, cette montée croissante de la démographie a tellement compliqué la situation que tout ce qui s'est passé par la suite était que de l'anarchie. Donc c'est le gouvernement qui est à la base de toute cette anarchie, selon vous? Oui, c'est le gouvernement qui est à la base de toute cette anarchie. Le gouvernement devait faire quoi alors? Le gouvernement devait faire quoi? Le gouvernement devait commencer par corriger ce qu'il y a déjà. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de dérives qu'on ne peut pas tolérer. Par exemple, ici... qu'on ne peut pas tolérer. Qu'on ne peut pas tolérer. Comment expliquer, par exemple, que les gens commencent leur construction le long d'une rivière? C'est juste de fréquenter la rivière Kalamou. Bien sûr, je tiens à encourager les mesures qui ont été prises récemment parce que j'ai vu et on a eu à casser toutes les constructions qui logeaient le long de la rivière. Mais c'était inadmissible. Comment est-ce qu'on peut commencer une construction le long d'une fleuve? Et on obstrue les rives de la rivière et en cas de pluie, il y a ce phénomène-là d'inondation. Donc c'est pour dire, premièrement, le gouvernement doit d'abord corriger les erreurs qu'il y a,
mais également faire appel aux techniciens. Ici, je fais allusion aux urbanistes et architectes, bien sûr. Que vous êtes. Bien sûr, qui sont censés établir des plans directeurs d'aménagement. Et d'ailleurs... Même si l'on ne vous accorde pas beaucoup de crédits aussi, hein, c'est ça le problème. Non, c'est vous qui le dites. Ça ne sort pas de la bouche du gouvernement, c'est vous qui le dites. Non, mais le gouvernement dit aussi que vous êtes à la base de beaucoup de choses qui se passent sur la ville, surtout sur le plan urbanistique. Parce que vous n'arrivez pas, bien sûr, à proposer des plans qui peuvent aider le gouvernement à la longue. Mais à qui la faute? Parce que pour qu'un architecte construise, il doit avoir les permis de bâtir. Et qui délivre ces permis-là? C'est l'État congolais. Alors, ces permis-là est délivré sur base de quoi? Sur base de rien. Parce que normalement, l'État devait avoir un plan bien mis en place qui devait juger la conformité de tout ce que l'architecte propose. Par exemple, nous sommes à Gombe. Le gouvernement, s'il a un plan particulier, par exemple, il décrète une zone réservée, par exemple, aux affaires. Ouais. Alors, moi, architecte, lorsque j'amène mes planches, mes plans, s'il arrivait que je propose une habitation en lieu et place d'un bâtiment d'affaires, c'est ces plans-là qui vont devoir corriger. Le gouvernement n'est pas en mesure de m'octroyer ces permis-là de bâtir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun plan en particulier d'aménagement. Et quand il faut construire, l'architecte présente ses planches et du coup, on les valide sans toutefois tenir compte à une quelconque conformité. Donc il y a une certaine complexité avec une complicité, j'allais dire, avec certains qui gèrent et aussi vous qui êtes architecte. Parce que vous collaborez, n'est-ce pas? Nous collaborons, mais c'est lui qui devait régulariser, c'est l'État congolais. Parce que ce n'est pas à l'architecte de régulariser ce qui se passe. L'architecte ne fait que présenter ce qu'il produit et c'est à l'État congolais de juger la conformité. Alors si l'État congolais ne le fait pas, là, il y a un couac. Alors, à l'heure actuelle, avec tout ce que nous vivons, surtout à Kinshasa, c'est vrai, ça laisse à désirer. Mais si nous gardons la situation telle qu'elle est présentement, dans 2, 3, 5 ans, ça sera quoi la ville de Kinshasa? Ça sera la mort totale de Kinshasa. Ah bon? Oui, effectivement. Parce que... la ville va disparaître? La ville ne va pas disparaître, mais la ville deviendra tellement invivable. La ville deviendra tellement invivable. Okay. Parce que déjà... L'explosion démographique avec tout ce qu'il y a comme problème de pollution atmosphérique avec les déchets qui sont générés par la population. Il y aura beaucoup de pathologies qui vont apparaître et tout ça, ça va nuire à la santé. C'est pour cela qu'il est important d'agir au plus vite et de voir atténuer toutes ces occupations anarchiques et toutes ces actions anarchiques qui mettent la ville en danger. Pour voir des gens normaux sur ou soit dans une ville qui est appelée également capitale de tout un pays, qu'est-ce qui est appelé à faire? Parce que c'est vrai, nous pouvons dire que la faute revient aux gouvernants et puis même aux ingénieurs qui n'arrivent pas bien sûr à proposer des plans qui sont habilités à pouvoir mettre en place par rapport à un terrain donné. Mais ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter cette catastrophe? Ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter cette catastrophe? Je dirais les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Je venais de parler de la part du gouvernement qui doit mettre en place une planification bien rigoureuse et structurée de l'organisation spatiale à Kinshasa. Mais les architectes, nous avons aussi notre part des responsabilités. Vous n'arrivez pas à aider l'État? Nous n'arrivons pas à aider l'État, bien sûr, parce qu'il s'est fait que les notions apprises ne s'appliquent pas sur le terrain dans la pratique. Ah, okay. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Il est conseillé à un architecte dans la proposition d'un plan d'une habitation d'occuper le 40% d'une parcelle.
Mais qu'est-ce qui s'est fait à Kinshasa? Nous constatons que quand on vient pour proposer un plan, c'est presque la quasi-totalité de la parcelle qu'on occupe. Et du coup, on prive la parcelle des espaces verts qui constituent son poumon. Donc, à nous, architectes, nous devons prendre conscience de nos responsabilités et de ne pas trahir les métiers au nom de quoi que ce soit, au nom de l'argent, tout ça. Et je dirais aussi, la population a sa part des responsabilités. Ah, ok. La population a sa part des responsabilités, bien qu'elle paraît comme complice victime, mais elle a sa part des responsabilités. Du fait que c'est cette même population qui orchestre toute cette anarchie, parce qu'au Congo, nous n'avons pas une politique de continuité de l'État. Ce qui va faire que peut-être après ces régimes, vous verrez qu'il y aura de nouvelles mesures qui seront prises. Comment ça, vous avez constaté des failles? Oui, mais il y a des failles. Ici, au camp, dans la cité Kinoasis, juste à côté du camp Kokolo, bien avant l'arrivée de ces régimes, on avait procédé au morcellement des parcelles là, mais quand il y a eu changement de régime, du coup, les gens qui avaient payé certaines parcelles là ont perdu de l'argent. Donc, c'est vraiment une situation compliquée. Mais donc, dans les conditions actuelles, nous pouvons le dire sans froid aux yeux que Kinshasa ressemble à tout sauf à une ville. Bon, ça serait fort, le dire, ça serait fort. Il y a des efforts. Il y a des efforts, bien sûr, mais oui, par rapport aux conditions que nous vivons actuellement. Est-ce que pouvons-nous déclarer Kinshasa comme étant une ville normale? Non, nous pouvons déclarer Kinshasa comme une ville résiliente. Qui essaie tant soit peu à se relever. Mais il y a encore beaucoup à faire. Parce que vous avez dit Kinshasa a une superficie de 9000. Plus de 9000 km². Et il n'y a que 450 km² urbanisés. Sur les 9000. Sur les 9000. Donc, en termes de pourcentage, on tourne autour de 5%. Et dans ces 5%-là, les cités dortoirs, les habitations, prennent la part de plus de 70%. Et c'est une anomalie. Nous sommes normaux. Sommes-nous sérieux? Nous, parce que je dois aussi m'inclure dans ça. Est-ce que nous, Congolais, sommes sérieux? Pas du tout. Je vous rajoute, nous ne sommes pas sérieux. Ah bon. Donc tout ce que vous avez appris à l'école, ça ne sert à rien. Hein? Non, il y a toujours un début pour toute chose. Mais un début jusqu'à quand? Parce que cette situation est en train de perdurer. Oui, c'est dans cette dynamique-là, par exemple, qu'à notre niveau, nous avons pensé instaurer une plateforme qui va devoir rassembler tous les techniciens du domaine pour essayer d'intensifier la communication autour des enjeux, des défis actuels de Kinshasa et essayer d'éviter toute forme de dérive. Mais quand vous créez ce genre de plateforme, c'est justement, nous connaissons l'idée qui est derrière. Vous êtes animé par l'esprit de lucre. Pas du tout. Vous ne venez pas pour aider. Nous ne sommes pas animés par l'esprit de lucre. Au contraire, nous sommes animés par un esprit révolutionnaire. Parce que déjà, si on doit normalement construire Kinshasa, il faut premièrement qu'on honore notre passé. Mais Kinshasa, c'est une ville qui tue son passé. Okay. Nous avons un patrimoine que nous n'abandonnons pas une politique de conservation du patrimoine. Alors la plateforme que nous avons mise en place consiste d'abord à valoriser notre passé. Parce que si nous devons bien construire les futurs, il faut qu'on comprenne d'où l'on vient. Alors c'est dans cette optique-là que nous sommes engagés à valoriser tout ce qui existe déjà et également à penser à une architecture émergente tout en faisant cette promotion. Mais attention aussi, parce qu'à l'époque, lorsque l'on parlait de Kinlabel, il fallait comprendre aussi que le nombre de la population n'était pas accru comme aujourd'hui. Nous sommes au-delà de 10 millions d'habitants. Au-delà des 17 millions, monsieur Vince. 17 millions. Au-delà des 17 millions. Sur base de quelles statistiques vous parlez de 17 millions? Non, ce sont des estimations les estimations faites sur base par exemple des dernières élections avec les opérations d'enrôlement, de ces activités, de ces opérations-là, les chiffres ont été, nous sommes au-delà des 17 millions. Et nous sommes intensés. Tellement intensés. Nous avons laissé autant de kilomètres qui ne sont pas habités, mais nous nous retrouvons sur les 450 km². Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est faute de gouvernance claire. Parce que nous sommes en train de vivre une situation de centralisation. Par exemple,
les activités majeures de la ville se déroulent dans la commune de Lagombe, que ce soit pour les commerces, que ce soit pour les travail. Et c'est ce qui fait qu'il y ait un flot continu du parc automobile, et c'est ce qui est à la base des embouteillages que nous vivons. Alors l'idéal serait de décentraliser, que ce soit les commerces, créer d'autres pôles économiques, créer d'autres pôles d'affaires, d'autres pôles de travail. Comme ça, on va désengorger les centres-villes et la ville. C'est vraiment la ville économique ou soit les centres commerciaux. Et puis ici, c'est pour les bureaux. Parce que tout est à Gombe. Tout est à Gombe. Chaque matin, on est obligé de venir tous à Gombe. Et c'est vraiment une mauvaise politique, cette politique monofonctionnelle. Et pour Kinshasa, une mégapole comme Kinshasa, il faut une politique de mixité. C'est-à-dire, si j'habite par exemple la commune de Kimbanseke, je ne suis pas obligé de faire des longs kilomètres pour venir vendre ma marchandise. Je peux me limiter au niveau du marché des Bitabé. Vous voyez? Et pour ça, il faut que l'on formalise toutes ces infrastructures-là pour que la population trouve sa place dedans. Donc c'est aussi un problème, on place des gens qui ne sont pas spécialistes, parce que pour même occuper les fonctions de ministre de l'aménagement du territoire, il faut être vraiment au préalable un technicien. Effectivement. Pour comprendre les notions requises. Mais donc le problème, il est au niveau du gouvernement. Ouais, le problème est au niveau du gouvernement. Et par rapport à votre plateforme, c'est celle qui existait déjà ou bien l'Ordre national des architectes, c'est ça? Ouais, la plateforme dont j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est Phoenix, un groupe qui est différent de l'Ordre national des architectes. Ok. C'est vrai, il y a toujours des problèmes là-bas. Hein. Il y avait 2 ailes. Ouais, il y avait 2 ailes, parce qu'à l'issue des élections 2020, il y a eu de contestation. Voilà, il y a ceux qui pensaient que, bon, voilà, tel n'a pas gagné les élections, et il y a eu même des contentieux électoraux. Mais récemment, le Conseil d'État venait de prendre un arrêté qui a mis fin à cette cacophonie qui sévit au sein de l'ordre. Jean-Paul Kazadi, quand vous sortez chez vous le matin, en tant qu'architecte, êtes-vous fier d'être appelé architecte, avec tout ce que l'on voit? Fier d'être appelé architecte, oui, parce que c'est une responsabilité. Je me dis, même si les choses ne vont pas aujourd'hui, quand même, je suis fier de croire en ce que la touche qu'on va devoir apporter pourra faire basculer. Pour l'instant, vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans l'océan, c'est ça? Effectivement, mais nous croyons à ce qu'il y aura encore d'autres gouttes qui feront déborder la coupe. Alors, pour arriver, bien sûr, à avoir une bonne urbanisation, il faut délocaliser la ville de Kinshasa, comme il y a déjà un projet de délocalisation de la ville ou l'extension de Kinshasa, ou bien il faut partir avec ce que nous avons comme désordre et puis commencer à y mettre de l'ordre. Déjà, il faut signaler que dans la thérapie urbaine, comme telle qu'elle est appliquée ailleurs, quand on veut guérir une ville malade, il est toujours important de l'amener ailleurs. Ça veut dire que nous ne pouvons pas continuer à construire sur le 450 km² urbanisé actuellement. Qu'est-ce que l'on doit faire? Il faut qu'on étale la ville. Et c'est pour ça même que j'encourage l'initiative du chef de l'État avec la construction de ces 2 rocades qui auront pour mission de décongestionner le centre-ville, mais également d'activer une activité économique plus intense qui va devoir attirer la population. Et du coup, les gens seront attirés par les activités qui vont devoir se dérouler le long des rocades et la ville sera dégagée. Mais toutes ces démarches-là doivent être encadrées par une politique anticipative. Vous voyez un peu, et c'est ça la responsabilité de l'État congolais qui doit mettre en place tous ces schémas-là d'occupation. Pour vous, la politique anticipative, qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit faire? On doit anticiper l'occupation anarchique, dans la mesure où, avant de morceler les parcelles, l'État doit d'abord viabiliser les sites, en disponibilisant les réseaux routiers et en disponibilisant également les infrastructures de base qui pouvant rendre la vie beaucoup plus vivable dans ces comtés-là. L'architecture, nous pouvons appeler ça comme étant ou soit l'organisation d'une ville moderne.
Lorsqu'il y a une belle architecture. Ouais, au départ, c'est l'urbanisme qui est l'organisation d'une ville et l'architecture vient intervenir à petite échelle pour mettre en application ce que l'urbanisme a proposé à grande échelle. Si vous étiez demandé, vous, en tant qu'architecte, où sont les zones qui peuvent être occupées par les gouvernements? Vous proposerez quel genre de zones? Je proposerai la zone de Maluku, comme on le fait déjà. C'est une zone qui peut être occupée. Voilà, parce que Maluku, à lui seul, c'est plus de 50% de la superficie actuelle de la ville de Kinshasa. Juste la commune de Maluku. Ah bon? Vous voyez un peu? C'est pour ça que moi, je proposerai à ce qu'on songe déjà à la planification des activités de ce côté-là, avec ce qu'on a implanté comme zone économique spéciale. Je crois que s'il y a une politique bien claire d'aménagement, ça va aérer les centres-villes et la vie sera beaucoup plus harmonieuse. Donc pour relever les défis, il nous faut avoir des réformes profondes. Même si ça va faire mal à la population, il faut en tout cas y penser. C'est ce que je disais. Pour guérir une ville malade, il faudrait normalement des réformes profondes, même si elles font mal. Parce que la guérison passe des fois par la cassure. La cassure dans le sens où on doit casser ce qui n'est pas normal. Mais il y aura des casser, conserver et puis construire. Mais ça va amener des remous dans la chef de la population. Mais qu'est-ce que l'on doit faire? On doit continuer de vivre comme ça en sacrifiant les générations futures ou bien on doit mettre fin à cette anarchie tout en assurant un développement durable. C'est à nous maintenant de faire des choix. Donc, pour pallier à toutes ces questions, nous avons vu dans le temps une autorité de la place, orchestrée bien sûr des mouvements de casse, surtout sur Nyangwe, mais juste après, on a vu, c'est redevenu anarchique. C'est la responsabilité directe de la population, qui ne veut pas comprendre la politique que le gouvernement met en place, en quelque sorte. Oui, c'est ce que je disais, c'est la responsabilité, une fois de plus, partagée. C'est la faute, premièrement, au gouvernement qui n'est pas ferme face aux décisions. Non, le gouvernement peut être ferme, mais lorsqu'une action est posée, juste après, la population... La population est-elle au-dessus de la loi? Pas du tout. La loi est au-dessus de tout le monde. Alors, si la population rentre dans toute cette anarchie-là, ça veut dire qu'elle piétine la loi et nul n'est censé être au-dessus de la loi. Ok. Donc, quand vous prenez toute la commune de la Gombe et vous prenez la commune de Kinshasa, de l'autre côté, Ngaliema et le reste, où la population trouve beau vivre, par exemple, donc en quelque sorte, mais qu'aujourd'hui, on lui demande d'aller rester à 50 km du centre-ville. Vous trouvez que l'État aura tous les moyens pour viabiliser certains sites? L'État aura le moyen de viabiliser tous les sites? Je crois oui. C'est question de volonté. C'est question de volonté. C'est question de volonté. C'est question de volonté. La création de toutes ces villes secondaires est possible pourvu qu'il y ait une volonté. Parce que comme vous l'avez bien dit, on ne peut pas demander à la population de quitter par exemple la commune de Maluku pour mener ses activités à Gombe. Donc il faudrait qu'on crée d'autres pôles des activités. Et pour ça, il faut qu'il y ait une volonté que l'État doit exprimer. Aujourd'hui, pour être chef, ici je vois la sommité du pays, pour avoir un bon plan, il faut d'abord passer par l'urbanisation. Effectivement. Et après? Pour avoir un bon plan, il faut passer par l'urbanisation. Et après, c'est à l'État de suivre de près ces mesures qui ont été prises par les urbanistes. Et vous, les appliquer. Et vous maintenant, vous... Et nous, architectes, on sera obligés de s'aligner derrière ce qui existe déjà. Parce que, bon voilà, l'architecture actuellement évolue sans mesure d'encadrement. C'est ce qui fait que, bon voilà, on propose tout ce qu'on veut proposer et l'État, à son niveau, n'a pas aussi des schémas bien clairs pour juger la conformité de ce qu'on propose. Et c'est ce qui crée cette anarchie. Mais je pense que si il y a des plans bien définis
d'urbanisation, étant architecte, on va s'aligner derrière ces plans. Et à chaque fois qu'il y aura des dérives, l'État sera là pour remettre les choses sur des fois, à chaque occasion, l'État n'arrive pas à prendre en considération toute la politique de planification que les architectes lui proposent. Oui, parce que je dirais l'État ne prend pas en compte toutes ces politiques-là. Parce que ce ne sont pas les plans qui manquent. Par exemple, en 2013, il y a eu un groupe des différents scientifiques qui se sont réunis pour faire un diagnostic, Congolais toujours, qui se sont réunis pour faire un diagnostic consolidé de l'État de Kinshasa. Et de ces diagnostics, quelques orientations ont été prises pour effectivement rendre la vie harmonieuse à Kinshasa. C'est ce que nous appelons schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, les SOSA, qui existent bien évidemment. Il y a des plans particuliers, par exemple de l'aménagement de la partie nord de Kinshasa. Des plans existent, mais l'État fait sourde oreille, c'est depuis 2013. L'État a fait la sourde oreille. Sourde oreille, et il ne parvient pas à mettre en application tous ces plans. Mais après cela, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on peut proposer, mais du moment que vous ne faites pas de suivi... Après cela, nous continuons à la plaidoirie, nous continuons de déplaider pour que voilà, ce qui a été proposé soit exécuté pour le bien-être commun. Le plan que vous avez proposé, il était justement basé sur quoi? C'est comme je le disais tout à l'heure, là, il était basé sur d'abord les diagnostics effectués, sur base des différents diagnostics effectués. Il y a eu, propositions qui touchent à chaque secteur de la vie. Parmi lesquels, par exemple, la première, les plans, le schéma proposait à ce qu'on puisse étendre la maille urbaine de Kinshasa. Parce qu'il y a un sérieux problème de circulation, de fluidité dans la circulation. Et faute des artères qui peuvent contenir tous ces parcs automobiles. Alors, le schéma proposait que l'on puisse procéder à la révision de la maille urbaine actuellement. La deuxième proposition consistait, par exemple, à équiper les quartiers des infrastructures fiables et viables. Parce que je peux vous donner un exemple simple. Vous avez la commune de Kimanseke qui, à elle seule, compte plus de 2 millions d'habitants. Oui, mais Kimanseke. Mais cette commune-là n'a aucune... 2 millions d'habitants. N'a aucune infrastructure de prise en charge de santé publique ce côté-là. Ah bon? Voilà, vous êtes sérieux là? Mais à qui m'en sait quel est l'hôpital de l'État, l'hôpital de référence de l'État que vous pouvez mais communiquer ici sur le plateau? Il n'y a aucun hôpital. Et pourtant, dans les normes, il est dit que pour 100 000 habitants, il faut un hôpital dans les normes. Pour 150 000 habitants, il faut un hôpital général de référence. Mais là, nous sommes à plus de 2 millions. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, des complications de santé, ces gens-là sont obligés de faire de longues trajectoires. Et ça, c'est une anomalie. C'est ainsi que dans le schéma, on avait proposé une politique qui consiste à équiper toutes ces communes-là des infrastructures des premières nécessités. Et en dehors de ces infrastructures-là, le schéma tel que proposé voulait aussi à ce que l'on revoie certaines réserves foncières que Kinshasa actuellement. Entre autres, l'aéroport d'Indolo. Cet aéroport a été pensé d'une manière discriminatoire à l'époque coloniale. C'était juste dans le but d'assurer la protection. Et même l'implantation du camp Kokolo aujourd'hui, c'était une zone neutre que les colons avaient trouvée pour justement atténuer tout mouvement d'insurrection des Noirs qui vivaient dans les cités indigènes. Alors, une ville est appelée à être flexible. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas continuer avec cette configuration, d'autant que les fonctions qu'accomplissent ces deux grandes réserves ne sont pas du tout dignes d'être au cœur de la capitale. Alors, le mieux à faire serait de déplacer ces deux réserves et chercher à occuper ces espaces-là autrement. C'est pour ça, dans ce schéma-là, il est préconisé de délocaliser l'aéroport d'Indolo, une réserve qui foncière. Qui constitue un danger en permanent. Effectivement, parce qu'à l'époque, il y a eu même crash d'avion au niveau du marché Ziguida et il y avait eu même mort d'hommes. Parce que des infrastructures pareilles ne peuvent pas être implantées au cœur d'une capitale, au cœur de la ville. Voyez? Et même qu'avec le camp Kokolo, qui à lui seul compte plus de 300 hectares. Vous voyez un peu? Donc c'est une réserve foncière qu'on peut affecter à d'autres fonctions urbaines et déplacer le camp vers la périphérie. Donc c'est ça ce que le schéma en soi a proposé. Mais en dehors de tout ça,
Les schémas avaient proposé bien évidemment la création de la zone économique spéciale. Ça, c'est une bonne chose déjà parce qu'il y a des travaux qui se déroulent déjà de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose à encourager. Donc il y avait toutes ces mesures-là que les schémas avaient préconisées. Peu sont mises en application, mais d'autres pas encore. Et nous espérons que toutes ces mesures-là seront appliquées. Jean-Paul Kazadi, nous touchons à la fin de ce magazine. Le plaisir était pour nous de vous recevoir. C'est vrai, vous êtes architecte. Vous avez parlé, évoqué beaucoup de questions ici, mais en tout cas, il nous faut des réformes profondes pour que nous arrivions bien sûr à une bonne urbanisation de la ville et province de Kinshasa. Au cas contraire, la ville est appelée à disparaître. À disparaître, effectivement. Et toutes ces bâtisses vont partir. Et tout le monde va aussi partir. Disparaître sur le plan urbanistique. Tout le monde va disparaître sur le plan urbanistique et tout le monde sera en train de contracter des sérieux problèmes de santé publique parce que, bon, voilà, avec tout ce que nous vivons là, le degré de la pollution va apporter beaucoup de pathologies qui vont mettre en mal la vie dans le fief de la population. Mais par rapport aux catastrophes naturelles, on dirait que c'est un phénomène naturel parce qu'il y a ce que nous appelons les dérèglements climatiques qui arrivent aussi, qui touchent. C'est un phénomène naturel, bien sûr, mais ces dérèglements climatiques est causé par qui? Ce sont les actions. Les actions de la population. Oui, mais voilà. Par exemple, parlons de cette situation, par exemple, des embouteillages. Ouais. Vous savez que quand il y a embouteillage, les véhicules sont appelés à se stationner pendant longtemps à un même endroit. Et il y a l'émission des gaz à effet de serre qui monte. Et tout ça, c'est ce qui complique et déréglemente le climat. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte nous qui sommes catalyseurs de toute cette dérive climatique que l'on vit. Nous vous disons merci. Le plaisir était mien de participer à cette discussion. Merci beaucoup. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois. Nous allons toujours vous appeler parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu par rapport à l'urbanisation et également voir comment la ville de Kinshasa devrait, en tout cas, retrouver sa belle robe d'antan. Perdue déjà. Hein. Perdue déjà, mais avec espoir. Est-ce possible? C'est possible de la retrouver. À plus de 17 millions d'habitants. Plus de 17 millions d'habitants, ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours des forces qui nous restent pour redonner cette image perdue à la ville. Merci. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux. Merci à vous de nous avoir suivis avec beaucoup plus d'attachement. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.